Olá, sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas. Vamos dar continuidade à leitura do livro Seloné est sorti de Malbork, Topographie de l'imagination moderne, de Biagio d'Angelo. No vídeo anterior lemos a primeira parte, hoje a continuidade e a segunda parte, Topografia do Invisível, texto que trata em torno das cidades ficcionais criadas nas obras de Onetti, Nabokov, Faulkner, Garcia Marques e Italo Calvino. Tá chegando agora? Dá uma olhadinha aqui no card, tem o link logo abaixo aqui da descrição para pegar o vídeo desde o início. E no canal também pode ter outros vídeos que possam lhe interessar para sua pesquisa ou a sua diversão para passar o tempo. Vídeos com leituras de peças teatrais da área de dramaturgia, literatura dramática, literatura propriamente e textos teóricos sobre teoria, história, estética, filosofia do teatro. Tá bom? Então, sem mais, vamos à continuação. Peguem seu café, estiquem as pernas, fechem os olhos, se deixem levar pela leitura. Vamos nessa! Topographie de l'invisible. Très proche de Riobaldo, on peut trouver de l'intuition de Marco Polo d'Italo Calvino. Il s'agit de notre voyage imaginaire. Les villes de Calvino n'existent pas. Toutefois, ils sont les fruits invisibles et fantastiques des réflexions sur les villes que, comme l'écrit Calvino, le lecteur connaît bien. Toutes ces beautés, les voyageurs les connaissent déjà pour les avoir vues aussi dans d'autres villes. Avec les angoisses, les prisons et les labyrinthes existentiels qu'on y perçoit, avec le jet d'une lumière quotidienne qui rendait moins infernale la vie routinière. Ces matins-là, à Dorothea, je sentis qu'il n'y avait pas de bien de la vie que je ne pouvais espérer. Citação de Calvino, Le Città Invisibili. Le texte calvinien peut difficilement s'inscrire parmi les romans dans le sens aigu, avec un début, une trame et un développement de personnages. Il raconte, sans aucun doute, mais basculant entre la sottise voltairienne, ou la spéculation philosophique et la dimension fantastico-allégorique qui représente la signature de son auteur. Les villes sont un voyage qui implique d'écrire précisément la géographie des lieux et orienté vers la découverte de leur essence énigmatique et passionnante. La nature structurelle du roman, ou du livre en général, est, selon Calvino, un espace dans lequel le lecteur doit entrer, tourner, et même peut-être se perdre. Mais à un certain moment, il trouve une issue, la possibilité d'ouvrir une voie pour en sortir. Une définition qui, avec l'image bourgeoisienne du labyrinthe, pourrait être interprétée comme une ultérieure version allégorique du voyage. Les lieux que Marco Polo décrit à Kublai Khan sont difficilement reconnaissables en ville ayant réellement existé ou existante. C'est cette idée qui confirme Calvino en le déclarant toutes des villes inventées. Toutefois, il ne peut être affirmé qu'il n'y ait pas de lien que le lecteur puisse percevoir comme déjà vu, au moins par association d'idées. Dans ce sens, le lecteur réalisait chaque fois une nouvelle découverte, dans les détails poétiques des villes racontées, aidé par la variabilité de ses sentiments et par la multiplicité des expériences. Sentiments et expériences qui restent fondamentaux dans le développement de la matière odéporique, comme ils le sont dans les souvenirs des voyages réels. C'est en fait exactement la suggestion que donne la visite, par exemple, de la ville de Mourilia, dans laquelle il arrive que les voyageurs exaltent la ville de cartes postales en la préférant à la vraie, parce que de toute façon la métropole a cette attraction implique qui à travers ce qu'elle est devenue
pour nous faire repenser avec nostalgie à celle qu'elle était autrefois. Peu importe si le nombre des habitants reste le même, ainsi que l'accent des voix et même jusqu'au trait de visage, l'unique tragédie du souvenir semblera être que les dieux qui habitent sous le nom et sur le lieu sont partis sans rien dire, et à leur place se sont établis des dieux étrangers. Réflexion qui rappelle à son tour certains psaumes de David. La mémoire, qui est indispensable à Mourilia pour s'en souvenir, est toujours liée au langage. Le langage fait et défait, comme une Pénélope en perpétuelle attente, l'espace par lequel on expérimente un lieu. Le langage ne décrit pas seulement singulièrement, de manière unique, mais revitalise les géographies et les topographies qui sont sur le point d'être oubliées. Pour cela, Marco Polo prétend qu'une ville comme Aglaura, dont les définitions sont répétées par les habitants de façon banale et sans créativité, c'est une ville fade, sans caractère, mise là par hasard. Toutefois, les voyageurs ne restent pas indifférents face à cette triste évanescence. L'expérience même du voyage suppose presque structurellement une définition son maintien dans l'essence du souvenir, qui voudrait dire ce que c'est, mais tout ce qui s'est dit sur Oglora jusqu'à présent emprisonne les mots et l'obligue à redire plutôt quoi dire. Le voyage imaginaire proposé par Calvino se perçoit à l'improviste dans sa charge exceptionnelle de lecture cognitive, dans sa réelle immédiateté. Même imaginaire, le voyage de Marco Polo dans les villes invisibles est reconnu comme voyage personnel, un itinéraire vers la connaissance de soi qui est, sans aucun doute, un des points fondamentaux de toute l'œuvre calvinienne. Les villes rappelant à la mémoire des lumières, les vues, des murmures qui, comme l'écrit Calvino à propos de la ville de Pira, signifient et ne pouvaient signifier rien d'autre que cela. Les processus de connaissance procèdent sous forme de mosaïques incomplètes et les villes invisibles sont une tentative dramatique et douloureuse. Calvino lui-même admet qu'une des clés de lecture de l'œuvre est l'opération cognitive. Il laisse entrevoir, en outre, que c'est cette forme-là interprétative et privilégiée qui doit être retenue pour lire son livre. L'importance de reconnaître la trace d'un itinéraire est donc fondamentale. Si ceci n'arrive pas, il ne s'agirait plus d'un livre de voyage. De Caprio, La sfida di Arachne, 74. Onde é que estávamos? Une telle opération anthropologique et de la gnoséologique part d'une expérience de rêve négatif. Rêve négatif, qui est la conscience de Kublai Khan. Marco Polo, en effet, entretient avec Kublai Khan des dialogues, des monologues, des silences qui composent la description des villes visitées, d'avoir découvert désespérément que cet empire qui nous avait semblé être la somme de toutes les merveilles est une destruction sans fin ni forme. Calvino, le città invisibili. Cette allégorie, point de départ de toute l'œuvre calvinienne, toujours balancée entre récupération moderne et crise de ce même modèle de monde, est bien mise en évidence par l'interprétation de Cesare Casses. L'homme est mutilé et il s'agit de le recomposer, ce qui ne pourra arriver que dans une fable. Casses, Calvino et il pathos de la distance.
Les villes invisibles sont un roman d'aventure auquel on était soustrait à l'aventure. Le tourisme orientalisant de Marco Polo est une expérience poétique et anthropologique qui, filtrée par la lumière utile et miraculeuse de la mémoire, permet que les voyages soient non seulement une initiation à la vie et à la mort, mais aussi et surtout la forme par laquelle, en observant l'autre, on accepte l'altérité et on apprend à se connaître. La rencontre se fait toujours avec un autre inconnu, mystérieux, qui restera toujours mystérieux et énigmatique, mais qui, comme par magie, a aidé à construire l'identité du sujet. To travel consists in operating a profoundly unsettling version of one's identity. I become me via another. Depending on who is looking, the exotic is the other, or it is me. Minha other than myself, my other self, Jessuline. Mhm. Cette dernière affirmation, qui enrichit énormément l'atlas allégorique proposé par Calvino, pousse le lecteur à accepter l'œuvre littéraire à partir d'une imagination qui se ramifie et s'intercharge constamment jusqu'à distinguer dans l'œuvre même un changement qui survient par le fait de la méditation philosophique proposée. D'autre part, nullement à tort, dans les villes invisibles, la narration, ce type particulier de narration, n'est autre que la forme critique de l'essai. Não é outra que a forma crítica do ensaio. Mengaldo, l'arco et les pietre. Le perfectionnisme alambiqué des villes, parfaitement fermé comme un jardin baroque et comme un tortueux labyrinthe, s'ouvre violemment sur des déstructurations qui forment la poétique originale du texte calvinien. Sans ces tensions déstructurantes, l'œuvre de Calvino s'enfoncerait dans la vase de l'intellectualisme et dans la rationalité géométrique qui, seul, ne répondant pas au génie calvinien. Toutes les villes ont des noms de femmes, noms orientalisés, pseudo-byzantins, moyenâgeux, miroitant des images sonores et fantaisistes de lieux, parfois vaguement identifiables. Toutefois, dans ces miroirs flux, dans lesquels la figure féminine semble jouer un rôle d'altérité mystérieuse, les jeux, vraiment un voyage de la mémoire celui-là. Calvino, le cita invisible. S'exclame Grand Khan, fonctionne en réalité presque comme forme thérapeutique. C'est pour éliminer un trop-plein de nostalgie que tu es allé si loin. Avec la soude pleine de regrets, tu reviens de tes expéditions. L'utilisation d'un voyage oriental qui recrée il millione et les surprenantes vicissitudes de l'expédition au Cathay, artifice littéraire parmi les plus visionnaires et fictifs, fait partie de cette récupération de la fable qui intéressait Calvino allégoriquement, car se révélant toujours comme au siècle de lumière, moralité et exercice de la raison. C'est peut être la raison de l'estime de Calvino pour Borges, qui jouait avec la trame littéraire comme exercice de la raison, une raison qui oscille elle aussi entre le désir d'une ouverture métaphysique qui représente la justification la plus importante de son existence et la libre décision d'arrêter au réel comme illusion, et donc de rester sceptique ou cynique face aux données de l'observation. Au travers de ces détails, l'observation de l'écrivain surprend par cette double origine
entre les siècles de lumière et le fantastique, qui permet la description d'un fait, une ville imaginaire qui paraît à Kublai Khan et donc au lecteur comme objective. Sous forme d'allégorie. Il s'agit en fait d'une allégorie moderne qui, sous les apparences trompeuses d'une réalité irréelle, modifiée, manipulée par la fantaisie créative, ne peut éviter les jeux dramatiques de l'existence. C'est pour cette raison que toutes les villes calviniennes reconduisent certaines villes de référence, même si inconsciemment. Leur allégorie, donc, débouche sur l'utopie, thématique qui a longuement intéressé Calvino jusqu'à la fin de ses jours. Toutefois, l'utopie calvinienne est elle aussi une lecture allégorique du monde moderne. Elle ne se présente pas en fait comme évasion du présent, au refus de topographie réellement existante et peut être infernale. Si utopie signifie lieu heureux, lieu qui ne peut pas exister, lieu invisible, chez Calvino, l'utopie est le lieu où la ville idéale, ou bien encore, empruntant les titres augustiniens, et la ville de Dieu, un modèle de perfection qui est donné de connaître seulement à une raison ouverte au mystère. La scène rationnelle d'une proposition alternative qui ne touche pas seulement la littérature qui englobe toute la domination du monde, qui pousse au déchiffrage du mystère des plus profondes. Citation de Paul Tasso, Italo Calvino. Justement, celle qu'on a dénommée origine entre les siècles de lumière et le fantastique se révèle être une arme à double tranchant, parce qu'elle risque de se cristalliser dans une aventure purement intellectuelle, et au connaître devient la découverte presque désespérée des limites de la raison. Nota di Piovene, Idoli e Ragione, che diz o seguinte: l'esprit dessus, relégué dans un palais vide, contemple son empire rendu vain. Kublai Khan est pourtant la main, la conscience à laquelle Marco Polo consigne les récits des choses, les voyages qui basculent entre le vrai et le non vrai, l'expérience qui ne se laisse pas retenir. L'intelligence n'est plus souveraine, elle n'a plus de pouvoir souverain et n'est pas capable d'induire des remèdes dans son présumé empire qui se corrompt. Note. La reconnaissance d'une raison ouverte qui brise la négativité sans issue peut être perçue dans le cycle des plus intenses du livre, dédié à la mémoire, au désir et au ciné, avec lesquels s'ouvrent les pages du livre calvinien. En plus, c'est justement le binôme mémoire-désir qui allume la visibilité de villes en les proposant dans leur projection réelle et non pas dans leur hypostasisation philosophique. Nota di Ravazzoli, Le città invisibili di Calvino, Utopia linguistica e letteratura. De novo, la reconnaissance d'une raison ouverte qui brise la négativité sans issue peut être perçue dans les cycles les plus intenses du livre, dédié à la mémoire, au désir et au ciné, avec lesquels ouvrant les pages du livre calvinien. En plus, c'est justement le binôme mémoire-désir qui allume la visibilité des villes, en les proposant de leur projection réelle et non pas dans leur hypostasisation philosophique. Pendant l'itinéraire des villes invisibles, l'évidente offuscation du paysage et de l'âme ne doit pas faire perdre de vue l'introduction au voyage, qui est l'une des relectures suggérées par Calvino dans sa conférence à l'Université de Columbia le 29 mars 1983. Mon livre s'ouvre et se ferme sur des images de villes heureuses qui continuellement
prenant forme et s'évanouissant, cachés dans les villes malheureuses. Calvino Presentazione. La multiplicité des désirs, leur naturalité structurelle au sujet, le besoin de croire ou se construire un idéal, un modèle de bonheur infini, tout ceci se trouve contenu dans les pages qui décrivent la métropole de pierre grise, Foedora. À l'intérieur de chaque sphère du palais de la ville, on y voit une ville bleue qui est le modèle d'une autre Foedora. Ce sont les formes que la ville aurait pu prendre si, pour une raison ou pour une autre, elle n'était devenue la ville telle que d'aujourd'hui nous la voyons. À chaque époque, il y a quelqu'un pour, regardant Foedora comme elle était alors, imaginer comment en faire la ville idéale. Et cependant, confirmait Marco Polo, cette imagination, parfois idolâtre, devient, pour chaque habitant, la possibilité de rechercher la ville qui correspond aux propres désirs. Dans un reflet des canaux et palais aux escaliers, un colimaçon. Au désir du sujet correspond alors une idée fantastique de comment pourrait se révéler la satisfaction du désir. Calvino dénommait signe et pas seulement signe du langage, selon ses paroles à l'Université de Columbia. Cette recherche est puissante du voyageur. Ce sont justement la ville du cycle de la mémoire et du désir qui se rapprochent davantage de l'idée d'utopie. Toutefois, le discours utopique est déjà amplement analysé et une stratégie qui exprime la nostalgie pour un lieu heureux, archétypique, comme dans l'essence de l'œuvre de Thomas More, une réalité poétique et artistique qui vit de la tension entre le caractère dramatique de l'existence humaine et l'absence d'un territoire édénique ténacement recherché. Cette tension n'est en rien une projection. Il ne s'agit donc pas d'une utopie idéologique. D'ailleurs, Fourier, utopiste lit et étudié par Calvino, est le même songeur qui avait fasciné Dostoïevski. Ni d'un retour ancestral, l'accusation moraliste d'une absence de justice sociale. L'utopie calvinienne s'est réalisée dans les lieux de la littérature, c'est-à-dire dans le modèle mental ou altoral d'une ville de lettres, dans laquelle on peut déduire toutes les autres, une ville archivée au confluent, exception, forclusion, contradiction, incohérence, contresens. Et dont on a aimé non pas les 7 ou 77 merveilles, mais la réponse qu'elle donne à une question que tu poses. Ou c'est la question même qui t'interroge et t'obligeant à répondre comme Thébès par la bouche de Sphinx. Já ficaram com vontade de ler Cidades Invisíveis? Ce lieu utopique, ville et archive, possède de toute façon un corrélatif existant possible, visible. Sur toutes les villes racontées, en fait, domine l'archétypique jamais nommé par Marco Polo, son lieu d'origine, Venise, qui de la mémoire heureuse représente l'image limpide, la source virginale, l'implicité primordiale. Chaque fois que je décris une ville, je dis quelque chose de Venise. Pour distinguer la qualité des autres villes, je dois partir d'une ville première qui reste implicite. Pour moi, c'est Venise. En fait, Smeraldina, la ville aquatique qui ouvre la partie du livre qui est introduite par les dialogues sur Venise, continue, dans un kaléidoscope de la mémoire, se souvenir toujours remis dans les narrations de Polo, qui avec sa gaze orientale est conscient que l'image de la mémoire, une fois fixée par les paroles, s'efface. Pour être Venise, j'ai peur de la perdre complètement à jamais.
si j'en parle. Au poète, en parlant d'autres villes, je l'ai déjà perdu peu à peu. Venise, c'est le lieu visible et invisible en même temps, le topo contradictoire dans lequel règne simultanément vide, séparation et atteinte, selon les paroles de T. Zero. Venise, à mi-chemin entre fable et réalité, qui multiplie les stupeurs et dont les adjectifs se révélant excessifs, viler sur le, construire sur pilotis, réel et irréel, réel et irréel, ville d'îles et campielli, des ponts de flèches d'église, représente exemple de cette nouvelle méthodologie utopie réinventée par Calvino. La ville invisible, inimitable livre de figures sans illustration, diapositive non classifiable, livre tapisserie, journal intime dialogue, défiant la raison du sujet et la sauvegardant, en lui laissant à disposition l'espace nécessaire au questionnement ultime de l'investigation humaine. Le langage ne peut pas non plus être considéré comme l'instrument certain de référentialité. Le doute ne se réfère plus seulement au discours, mais aussi l'objet nommé. Il ne faut jamais confondre la ville et le discours qui la décrit. Avertit Marco Polo, introduisant la ville de Olivia, car le mensonge n'est pas dans le discours, mais dans les choses. La réalité brûle et déforme, et le langage est toujours un mirage, même si le besoin de nommer est inéluctable, vital, pour être unifié. Toutefois, le désir et la mémoire, qui semblent décevoir les yeux, ne réussissent pas à écraser la raison ouverte du sujet qui doit se hâter pour trouver une solution, comme averti. Como é que fala isso? QFWFK. Como averti Kifka, le personnage de T com zéro, entre aspas. Et puisque le seul champ qui m'est ouvert est celui de la théorie, il ne me reste qu'à continuer à approfondir la connaissance théorique de la situation. La réalité, aussi belle ou laide qu'elle soit, il ne m'est pas donné de la charger. Si la raison retrouve poétiquement Venise, filtrée à travers la mémoire, cela signifie qu'elle peut examiner à la recherche constante du sein ultime des choses, les quid primordial, et permettre que l'invisible se rende, par touche de magie ou de miracle, palpable, car déjà désirable. Dans la dernière ville de cet ouvrage extraordinaire, l'auteur fait observer à Marco Polo que l'Atlas du Grand Khan contient également les cartes des terres promises visitées et une pensée mais pas encore découverte ou fondée. La nouvelle Atlantide, Utopie, la ville du soleil, Océana, Tamoé, Harmonie, Nil-Lanark, Icari. Tout d'un coup, le Kublai Khan demandait à Marco Polo: toi qui regardes autour de toi et vois les signes, tu saurais me dire vers lequel de sa avenue nous poussons le vent propice? Et les voyageurs italiens répondent avec une double assertion très significative et qui nous permet de conclure nos réflexions. Diz o seguinte, Marco Polo ao Kublai Khan: si je te dis que la ville à laquelle mon voyage est discontinué dans l'espace et le temps, plus ou moins marqué ici ou là, tu ne dois pas en conclure qu'on doive cesser de la chercher. Pour être, nous parlons est-elle en train de naître éparcée sur la confin de ton empire. Tu peux la repérer, mais de la façon que je t'ai dite. L'enfer des vivants n'est pas chose à venir. S'il y en a un,
c'est celui qui est déjà là, l'enfer que nous habitons tous les jours, que nous formons d'être ensemble. Il y a deux façons de ne pas en souffrir. La première ressuit aisément à la plupart. Accepter l'enfer en devenir une part au point de ne plus le voir. La seconde est risquée, et elle demande une attention, un apprentissage continuel. Chercher et savoir reconnaître qui et quoi au milieu de l'enfer n'est pas l'enfer, et le faire durer, et lui faire de la place. Il est vrai que les villes de Calvino sont invisibles seulement à celui qui ne sait pas ou ne veut pas voir au-delà de la superficie des choses. Diz Ravasoli em Le città invisibili di Calvino, Utopia linguistica e letteratura. À celui qui ne sait pas ou ne veut pas voir au-delà de la superficie des choses. Les villes Calvino sont invisibles seulement ici. Les villes invisibles sont un exercice divertistique et mystique en même temps, par lequel le lecteur est conduit dans le territoire de l'impossible, rendu possible au travers de l'écriture. Le lecteur, qui sera sublimé dans le metaroman, se una notte d'inverno un viaggiatore et qui désirait, nouveau Marco Polo, sortir au Célonet de Malbork, mais aussi y retourner par la nature énigmatique du processus esthétique et du discours littéraire. C'est finalement au travers de ce lecteur, notre semblable, notre frère, que la reconnaissance de la littérature n'est qu'à être par le questionnement de cette reconnaissance. Diz Bézière em Énigmaticité de la littérature. Grâce à cette connaissance-reconnaissance, le lecteur voyage par topographie allégorique et imaginaire et questionne de façon ininterrompue l'exercice de l'écriture et de la littérature. Fin do texto. Fim do texto. Mais uma vez, então, a leitura do resumo. O presente artigo, este que lemos, né, que propõe uma leitura da topografia da imaginação, da modernidade literária. A paisagem é a escrita e forma linguística que declara a impossibilidade de uma resposta à inquietude existencial. Santa Maria, de Onete, Zembla, de Nabokov, e Yoknapatalpa, de Faulkner, constituem representações alegóricas das utopias enquanto caminho melancólico. Outro lugar paradigmático, Macondo, de Garcia Marques, se caracteriza como sendo o espaço da enunciação de uma história mítica e o espaço meta-literário da invenção. Contudo, é na viagem imaginária proposta por Calvino que se pode perceber, graças à sua carga excepcional de leitura cognitiva, em sua imediatez real, que, embora imaginária, a viagem de Marco Polo nas cidades invisíveis é uma viagem pessoal, uma eventualidade positiva, um itinerário possível para um autêntico conhecimento do eu. Bibliografia citada após o presente texto. Curta. Bachelard, Gaston, La Poétique de la Rêverie, 61. Bakhtin, Mikhail, Esthétique et Théorie du roman, 87. Bakhtin, Mikhail, Teoria e Estética de la Novela, 89. Bézière, Jean, Enigmaticité de la littérature, 93. Brunel, Pierre, Mythocritique, Théorie et Parcours, 92. Calvino, Italo, Le città invisibili, 72. Calvino, Italo, Presentazione in Le città invisibili, Milano, 2002. Carvalhal, Tânia Franco, Representaciones del Sur en el Imaginario Latinoamericano, Fragmento de una Reflexión,
em Espaços e Discursos Compartidos em la Literatura de América Latina, de 2004. Casses, Cesare, Calvino e il Pathos e la Distanza, em I Metodi Attuali della Critica in Italia, 1970. Coutinho Eduardo F. Sertão. Um conceito múltiplo em Grande Sertão Veredas, em Busca da Terceira Margem, ensaio sobre o Grande Sertão Veredas, de 93. DiCaprio Caterina, La Sfida di Arachne, studi su Italo Calvino, de 96. Derrida, Jacques, de la Grammatologie, 67. Derrida Jacques, Writing and Difference, translated with an introduction by Alan Bass, 78. Foucault, Michel, Des Espaces Très, 94. Yaek, Louis-Marie, Cien años de soledad, The End of the Book and the Beginning of Writing, Hispania, American Association of Teachers of Spanish and Portuguese, 91. Quan Peter, Utopie critique, une utopie entwurf in Le città invisibili von Italo Calvino, de 87. Mengaldo, Pier Vincenzo, L'Arco e le Pietre, de 75. Min Ha, Trin, Other Than Myself, My Other Self, in Traveler's Tales, Narratives of Home and Displacement, de 94. Mussarra Schroeder, Ulla, Il labirinto e la rete, percorsi moderni e pós-moderni nell'opera di Italo Calvino, de 96. Pautasso Sergio, Italo Calvino a AVV, Literatura Italiana, de 74. Guido Piovene, Idoli e Ragione, 75. Ravazzoli, Flavia, Le città invisibili di Calvino, Utopia linguistica e letteratura, 87. Richard Jean-Pierre, Paisagem de Chateaubriand, 67. Legal. Rodrigues Monegal, Emir, 100 Years of Solitude, Last 3 Pages. Books Abroad, 73. The Last 3 Pages. Legal. Ruffinelli, Jorge, Palavras en Ordem, de 85. Rosen, Charles, Zerner, Henry, Romanticism and Realism, de 84. Supervielle, Jules, Sécheresse dans la Pampa, de 96. Taylor, Charles, The Malaise of Modernity, de 91. E Van Tiegen, Paul, Le Mouvement Romantique, Paris, Weber, 1923. Essas foram as referências biográficas. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado da leitura. Espero que tenham se sentido atraídos para ler tais obras. Santa Maria, Leonetti, Zembla de Nabokov, Yoknapataupa de Faulkner, Macondo, né? Contido em 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, e As Cidades Invisíveis, belíssima obra de Italo Calvino. Ficamos por aqui e vamos continuando. Aguardo você curtir o vídeo, curtir o canal, ativar o sininho, deixar aqui seus comentários para que torne essa interação mais efetiva e mais efetiva a partilha deste sensível, como diz Jacques Rancière. E assim vamos somando capitais em busca dos troféus do campo, como diz Pierre Bourdieu. Um abraço. Salut. Je t'aime. Je vous aime. Je dois partir.